Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents, d'être aussi nombreux. Je me suis dit, j'espère qu'il y aura au moins 2 ou 3 personnes, c'est parfait, c'est super. Pour cette journée d'hypnose, cette journée de l'association APH, que vous connaissez, je pense, sans doute déjà un petit peu, et dont je suis l'initiateur, je peux quand même le dire. C'est moi qui ai fondé ça avec une amie, on n'était que 2 au départ, il y a 10 ans, donc en 2015, en mars 2015, donc ça fait un peu plus de 10 ans. Et puis ça s'est bien développé, aujourd'hui on est un peu plus de 150 je crois, donc c'est une belle réussite. Et donc je suis assez fier d'être là aujourd'hui, et très content que vous soyez là aussi. On va aborder une question qui m'est chère. Moi j'ai finalement, un peu sans faire exprès, développé une sorte de spécialisation au couple et sexologie. Sans faire exprès, c'est une manière de parler, bien sûr. J'ai toujours été un grand amoureux, un amoureux de la vie, évidemment un amoureux aussi de l'amour. Et ça m'a amené à pas mal d'explorations, d'expériences, de questions, et du coup aussi quelques réponses, en tout cas les miennes, évidemment. Pour chacun, c'est différent. Et donc, aujourd'hui, j'ai 2 interventions. Celle-ci, la première, qui va parler du couple intérieur. Et puis, il y aura un atelier un peu plus pratique cet après-midi à 15h sur les possibilités de trouver l'harmonie dans le couple. Mais de toute façon, ça se regroupe. Donc, vous n'êtes pas obligé de m'écouter les 2 fois. Mais à propos de ce couple intérieur, il y a quelque chose d'intéressant à souligner. En tant qu'amoureux, j'ai toujours été passionné par les histoires d'amour, des grandes histoires d'amour. Et vous connaissez sans doute l'histoire de Roméo et Juliette, un grand classique qui finit pas très bien d'ailleurs. Et puis après, il y en a d'autres, il y a Tristan Iseult, il y a tout un tas d'histoires qui ont été développées au niveau de l'amour. Et puis un jour, je me suis dit, mais et si ce n'était pas l'histoire de 2 personnages, d'un homme et d'une femme, mais que c'était la métaphore de ce qui se passe à l'intérieur de moi, ma partie féminine, ma partie masculine. Et si c'était une invitation à réunir ce couple intérieur, ma part masculine et féminine, les harmoniser, les mettre en valeur, leur permettre de communiquer, de collaborer, de s'aimer, de s'unir à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui se passerait si c'était ça ? Et ça m'a beaucoup intéressé, ça m'a amené à me questionner sur c'est quoi le féminin et le masculin ? Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ces stéréotypes ? Parce que quand on parle de masculin et de féminin, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, pendant longtemps, je voyais l'homme et la femme, quoi, hein, les hommes, les femmes. Le grand clivage entre les sexes, les hommes sont comme ci, les femmes sont comme ça, et toutes les croyances qui vont autour. Me parlez pas de la belle-mère ou du beau-père. Et donc, toutes ces choses qui, finalement, forment notre univers intérieur, nos croyances. Je crois que je suis censé être comme ça parce que je suis un homme. Un homme, ça pleure pas, une fille, ça pleure, enfin, etc. Toutes ces choses qui sont pardon, très présentes dans notre société. Il y a donc des caractéristiques féminines ou masculines en termes d'archétypes. La femme est la représentante de la beauté, de la douceur, du lien, de l'accueil, de l'ouverture. Elle fait penser plutôt à l'eau, à quelque chose de fluide.
Et puis l'homme, par contre, il représente la force, le feu, la créativité, l'inventivité, l'ingéniosité. Et pendant longtemps, j'ai pensé que c'était un peu que les dés étaient pipés, quoi. On était femme ou homme, et puis on devait porter ces choses-là. Et finalement, si on s'intéresse à ce couple intérieur, on se rend compte qu'on a tout en soi. On a toutes ces choses. Mais généralement, évidemment, il y a un des aspects qui est plus développé que l'autre. D'abord, on incarne, à travers son corps biologique, on va incarner évidemment l'un ou l'autre des aspects. L'aspect que je ne vais pas incarner, moi, en tant qu'homme, l'aspect féminin, que je ne peux pas incarner, par contre, il est quand même présent. Et pour les femmes, l'aspect masculin, il est présent en vous. Et d'ailleurs, on n'arrête pas de faire appel à ces qualités en fonction des circonstances. Les circonstances vont m'amener à être plus masculin dans certaines actions ou réactions, alors que dans d'autres circonstances, c'est mon aspect féminin qui devrait pouvoir s'exprimer. Je dis qui devrait parce que on n'est pas forcément conditionné pour être à l'aise avec ça. Et donc c'est intéressant de voir que ces deux aspects vont se révéler aussi en termes d'énergie, énergie du corps. L'homme est plus puissant, il a plus de musculature, il a plus de sang, il a plus de muscles, il a plus de force physique. Et puis la femme, elle a plus d'endurance. L'homme, il est bon pour porter des sacs de ciment, d'ailleurs j'en ai déchargé hier, et donc c'est chouette d'avoir cette force. Par contre, une femme, elle va avoir plus d'endurance. Et si j'ai besoin d'endurance, je vais faire appel à cette partie féminine. On parle ici d'énergie physique, mais il y a l'énergie émotionnelle, le corps émotionnel, le corps spirituel. Après, il y a différents corps, astral, éthérique, etc. Bon, on ne va pas rentrer dans ces détails, mais pour dire que à chaque niveau de notre être et dans chaque circonstance de nos vies, on va être appelé à faire référence à une partie ou à une autre. Ça se fait inconsciemment, on le fait déjà. On le fait tous, sans s'en rendre compte. Néanmoins, on va avoir des points forts, là où on est à l'aise, et des points plutôt de fragilité, où on est moins entraîné. Et donc la proposition, c'est de réfléchir un peu, ou de prendre conscience mieux, de manière plus profonde, de ces parts qui sont un peu oubliées, un peu secrètes, un peu cachées, ou qui n'ont pas eu l'occasion jusqu'à présent, par les circonstances de la vie, de se développer. Et donc, d'entrer dans quelque chose qui est plus paisible à l'intérieur et qui met fin à cette bataille, finalement, qu'on peut ressentir parfois entre des différents aspects de nos personnalités ou de notre être. Je fais une différence entre la personnalité et l'être, parce qu'en fait, comment est-ce que je peux résumer ça ? Vous avez la croyance que vous êtes la personne que vous êtes. Une femme, un homme, assis sur une chaise. Vous êtes sûr de ça? Enfin, à peu près sûr. Évidemment, je ne peux pas dire que c'est faux, mais ça n'est qu'une partie de la réalité. Ça, c'est le personnage. Le gars qui est en train de vous parler, c'est le personnage que je suis. Et ce personnage, il est le résultat d'une histoire, depuis ma naissance, ou peut-être même avant, et de tout ce qui s'est passé et qui a donc conditionné les expériences, les émotions, les pertes, enfin voilà, tout ce qui a pu se passer, l'éducation, la culture, etc., le moment historique, qui fait que, pas à pas, ça a donné ce personnage-là. Comme pour vous, ça a donné cette femme-là, cet homme-là.
Ça, c'est le personnage. C'est la personne pour qui on se prend, en fait. Je pense que je suis ce gars-là. Mais je suis bien autre chose. Et c'est là où on parle d'être, c'est-à-dire qu'au-delà, ou à l'intérieur ou autour, je ne sais pas trop où c'est, mais en parallèle à ce personnage, il y a ce qu'on pourrait appeler le véritable moi, que j'appelle parfois la partie sage, à laquelle on peut se référer. Et un des grands intérêts de l'hypnose, c'est qu'à travers le subconscient, on va pouvoir toucher ou se connecter à cette partie intérieure. Et dans cet espace intérieur, qui est unique, singulier, personnel, on va trouver la connexion à ce qu'on pourrait appeler l'âme ou l'être profond, la partie sage, etc. Peu importe comment on l'appelle. Et donc, on va avoir... Bienvenue. Et donc, on va avoir la possibilité, grâce à l'hypnose, d'entrer en contact avec cette partie et de connecter une autre réalité, quelque chose de plus vaste, de plus neutre, de plus pur, on pourrait dire, plus essentiel, son essence personnelle. Là va se jouer on va sortir finalement de cette dualité masculin-féminin en termes de concept pour rejoindre l'équilibre, qui n'est plus une dualité, des différentes énergies masculines et féminines qui nous composent. Évidemment, certes, et on peut le redire et le ressouligner, qu'on a un corps biologique qui représente quelque chose, c'est comme si on avait pris une option, j'ai pris l'option homme dans cette vie-ci, et vous, voilà, l'option homme, l'option femme, mais il y a donc cet équilibre qui va se jouer, qui va se trouver au niveau de l'essence, c'est-à-dire en deçà, ou de manière subconsciente, donc en dessous du filtre du mental, du filtre logique, rationnel, culturel, conditionné. On va trouver cette essence dans laquelle on peut percevoir ou laisser émerger cette harmonie. Et c'est cool d'être harmonieux. Harmonieux à l'intérieur. Et on peut constater, vous me direz si je me trompe, vous pouvez me couper si je dis des bêtises, on peut constater quand même que dans le couple factuel, le couple incarné d'un homme et d'une femme, on va rester sur l'hétérosexualité pour notre discours, même si dans l'homosexualité on trouve exactement les mêmes principes, chacun va chercher dans l'autre ce qui lui manque. C'est-à-dire que je vais trouver une compagne qui va combler mes manques, remplir mes vides, venir soutenir mes points de fragilité, de faiblesse, mes points faibles. Donc, mes parties féminines qui n'ont pas pu être développées. Et inversement, pour une femme, elle va trouver un compagnon, un partenaire qui va amener l'équilibre. Et pour donner un exemple assez frappant, même si je prends un peu des stéréotypes parce que c'est encore plus marquant, eh ben vous allez toujours voir, enfin souvent voir, le mâle alpha, le gros macho, enfin gros, le musclé, le gars musclé, tatoué, moto, qui aime le foot, ou je sais pas quoi, enfin, stéréotype, Eh bien, lui, il va être intéressé par une petite minette bien maquillée, qui se fait les ongles, et puis qui est très féminine. Donc, un gars très masculin va chercher une femme très féminine, puis comme cette fille féminine va chercher un gars très masculin, ça va matcher à fond. Super. À l'inverse, si une femme a un côté masculin très marqué, je ne sais pas, une femme d'affaires, ou une camionneuse, ou je ne sais pas, une femme qui a son côté masculin très fort, elle va attirer et être attirée par un gars qui a son côté féminin très marqué. Ça va être un artiste, ça va être un rêveur, un poète, je ne sais pas quoi. Et je suis sûr que si vous pensez à toutes vos connaissances, vous allez retrouver quelque chose comme ça.
Alors, qu'est-ce qui se passe quand on arrive à faire l'équilibre en soi? Quelqu'un qui va avoir un équilibre entre son côté masculin-féminin va naturellement être attiré un ou une partenaire qui, elle aussi, ou lui aussi, a trouvé son équilibre. Évidemment, après, c'est plein de nuances, hein, vous avez compris. Il y a quelque chose de très intéressant dans cet équilibre, c'est que l'équilibre rend libre, il rend autonome. C'est-à-dire que en atteignant l'équilibre personnel, intérieur, ce couple intérieur, eh bien, je n'ai plus besoin de quelqu'un qui vient combler mes manques. Ça devient juste un échange, un plaisir, un partage, mais il n'y a plus de besoin. Du coup, je ne vais pas charger l'autre d'une mission de remplir mes vides. Donc je ne vais pas le surcharger d'une mission qui d'ailleurs est une mission impossible. D'abord parce que la personne ne connaît pas mes vides. Et puis quand on est hors équilibre, eh bien, je vais demander à l'autre de remplir mes vides, mais l'autre, en compensation, va me demander de remplir les siens. Et donc, c'est ça toute la difficulté du couple, ou des couples en général, c'est, au début, tout est merveilleux, facile, etc., parce que ça se fait tout au niveau de l'inconscient, et puis petit à petit, on commence à se rendre compte que l'autre nous en demande beaucoup. Mais nous aussi, on lui en demande beaucoup. Et donc là, ça commence à se compliquer. Les histoires de couple commencent à se compliquer. Vous savez, il y avait une chanson à mon époque qui disait « Les histoires d'amour finissent mal, en général ». Et donc, heureusement qu'il disait « en général ». Bon, pas toujours, mais c'est vrai que très fréquemment, les histoires d'amour sont compliquées. À cause de ce phénomène, à cause de cette attente. Quand on a une attente, on a forcément une déception. Une attente ne peut que être déçue. Si l'attente est comblée, ben c'est plus une attente. Donc on n'a plus d'attente. Mais tant qu'on a une attente, forcément il y a des frustrations. Et donc cette proposition ou cette indication sur la prise de conscience de ce qu'on attend, elle est très importante. Vous me direz, ça nous fait une belle jambe, qu'est-ce qu'on fait avec ça, hein? Comment on peut changer ça? Comment est-ce qu'on peut améliorer ça? On va voir un petit peu plus loin, on fera un exercice qui va vous permettre de clarifier ça à l'intérieur. Mais donc, cette idée d'aller chercher dans l'autre ce qui nous manque, nous ramène à quelque chose de très fondamental dont Carl Jung a beaucoup parlé, c'est ce phénomène qui crée l'attraction, qui crée l'attirance. Vous allez créer un couple avec quelqu'un qui vous plaît. Mais pourquoi il vous plaît? Je ne sais pas en fait, il me plaît. Voilà. Je suis amoureux, je suis amoureuse. Je ne sais pas pourquoi. Il me plaît, c'est son style, sa manière, voilà, sa voix, peu importe, son physique, bien sûr aussi. Mais on cherche à se donner des raisons de pourquoi je suis avec telle ou telle personne. Mais la raison est totalement inconsciente. On va choisir quelqu'un de manière inconsciente. Et la personne en face, évidemment, fait pareil. Ce sont les inconscients qui se rencontrent, qui créent la connexion et qui va amener l'autre à devenir le miroir de ses faiblesses. C'est à travers l'autre que j'ai choisi inconsciemment que vont être révélées toutes mes failles. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, celui ou celle dont on était éperdument amoureux va devenir éperdument agaçant. Au début de l'histoire, on lui mangerait ses chaussettes sales, tellement on l'adore.
Et puis, au bout de quelques mois ou quelques années, ces chaussettes, elles sont toujours en plein milieu du passage. C'est terrible. Et on ne supporte plus. Ça nous agace. Ça vient nous chercher dans nos failles, nos faiblesses, nos blessures. Dans notre conditionnement, dans tout ce qui a été vécu, les blessures de l'enfance, les blessures de l'être que vous connaissez peut-être. Lise Bourbeau en a beaucoup parlé, elle a beaucoup développé là-dessus, les 5 blessures profondes. Et donc tous ces manques qui ont été vécus, notamment dans la petite enfance, et qui se sont répétés, qui ont perduré ou qui se sont amplifiés au fil du temps. Et donc on a tout ce processus de vie, bienvenue, tout ce processus de vie qui ont formé le personnage. Et dans ce personnage, ou derrière ce personnage, il y a le subconscient qui va choisir la partenaire afin d'évoluer. Parce qu'il y a une notion fondamentale à comprendre, c'est que l'être humain est fait pour évoluer. En fait, pas que l'être humain, toute forme de vie est faite pour évoluer. Alors nous, on est peut-être un peu plus complexe qu'un arbre, bien que on ne connaît pas suffisamment les arbres et tout ce qu'ils vivent et ressentent pour vraiment peut-être comprendre ça. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'un arbre va forcément évoluer. Il va évoluer en fonction de son environnement. Dans quelle terre, sous quel climat, dans quelle orientation du soleil. Est-ce qu'il est au milieu de la forêt, en bordure de forêt, seul dans un pré, etc. Et donc on voit que toute forme de vie va évoluer en fonction de son environnement et va se faire un processus d'évolution, un processus qui tire vers le haut, ce qu'on voit bien avec un arbre, et qui l'amène à grandir, qui l'amène à se développer, à se déployer. Toute vie est faite comme ça. Alors nous, comme on est des êtres un peu plus complexes, dus à notre cerveau, à notre subconscient, à nos émotions, etc., eh bien, le processus est un peu plus riche, néanmoins il reste pareil. Il y a inconsciemment ce désir d'évoluer. Et jusqu'à un certain niveau, qui est d'ailleurs assez élevé, je pense, notre moyen d'évoluer le plus efficace, c'est les emmerdements. C'est à travers la douleur, la souffrance, l'expérience difficile, qu'on va évoluer. Même si c'est très inconfortable, parfois épouvantablement douloureux, ça nous fait avancer. C'est pas quand vous êtes en vacances, plein de pognon, sans souci, que vous allez faire des grandes évolutions de votre être. Par contre, à travers ce qu'on peut appeler les aléas de la vie, pour le moins il y en a tout le temps, ou alors les trucs plus graves qui arrivent de temps en temps dans la vie, eh bien c'est là qu'on est invité à une sorte de révolution intérieure pour grandir, comme faire un bond, une prise de conscience importante sur qui je suis, qu'est-ce que je fais là, à quoi ça sert, qu'est-ce que je veux. Il y a peut-être d'autres questions, mais c'est ce qui me vient maintenant. Et donc, c'est cette force d'évolution, cet élan d'évolution qui va nous pousser dans les ennuis, on va dire, qui va nous pousser inconsciemment, on va attirer ce qui va nous permettre d'avancer. Donc on va attirer les expériences difficiles ou délicates. Et on peut constater que plus on monte en conscience, plus ces expériences sont pas forcément plus faciles, mais on les gère mieux. Évidemment, au début de la vie, il y a l'insouciance. Mais après, rapidement, il y a la conscience qui arrive. L'adolescence, c'est une période vachement dure. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Mais il y a vraiment beaucoup de questions, beaucoup de choses qui se passent là. Et puis après, avec l'âge adulte, avec la vie professionnelle, avec la vie personnelle, avec la famille, avec peu importe ce qu'on vit, eh bien, on va aller vers de plus en plus de défis
compliqué ou difficile. Mais ça, c'est notre subconscient qui va vers ça. Notre subconscient qui veut nous faire pousser, qui veut nous faire grandir. Notre subconscient qui est au service de notre être profond. J'aime bien cette idée de la partie sage, qui est très discrète et qui n'a rien à voir avec l'ego. Alors l'ego, lui, il veut tout décider, il veut prendre les choses en main, il veut maîtriser, contrôler, et puis il veut réussir, parce que comme ça, après, il dit « c'est moi qui ai fait ». Enfin voilà, vous voyez le truc, hein, l'ego, il porte bien son nom. Pour beaucoup de gens, l'ego est un peu l'ennemi à abattre, enfin dans les milieux un peu ésotériques, spirituels, etc. On se méfie de l'ego. Effectivement, on doit le remettre à sa place. Mais l'ego est très important, très très important, parce que c'est notre moteur pour faire des choses en tant que personnage. S'il n'y avait pas d'ego, si j'avais pas un ego, je ne ferais pas une conférence. Je me dirais, mais tout le monde s'en fout de ce que je pense, de ma vision. Hein. Il doit y avoir un ego, c'est-à-dire une conscience que je suis ce personnage-là. Et ce personnage-là, il va faire des choses dans ce monde-là. Donc ça, c'est motivé par l'ego. Mais évidemment que si l'ego prend trop de place, la partie sage, c'est-à-dire celle qui se tient discrètement à l'intérieur, elle n'a jamais de place. L'ego, lui, parle fort, hein, puis il veut tout gérer. Donc il est utile de le remettre à sa place pour pouvoir donner de l'espace à cette partie sage qui, elle, veut nous élever à un autre niveau de conscience. On va donc, la proposition du jour, de ce moment-là, par rapport à l'équilibre masculin-féminin, c'est l'idée de cultiver cette partie moins affirmée, on va dire, de soi. Généralement, pour un homme, c'est la partie féminine, généralement, pour une femme, c'est la partie masculine, vous avez compris, mais c'est un peu plus complexe que ça va dépendre des personnes et des degrés d'évolution en fonction du processus de notre histoire et avec l'objectif finalement de tomber amoureux de soi. Alors, vous me direz, ça a l'air un peu narcissique dit comme ça, mais en fait c'est vraiment génial, c'est-à-dire réaliser la paix intérieure issue de ce calme, cette harmonie qui fait que j'ai plus besoin. Je suis plus là en me disant bon sang, mais il faut que je trouve une compagne, je suis tout seul, voilà, il faut remplir. Hein. Donc il y a plus besoin. C'est très calme. Du coup, on peut être dans l'ouverture et puis réaliser que d'abord rien ne presse et puis que il n'y a plus que l'échange, il n'y a plus que la joie, il n'y a plus que cette ouverture qui amène à quelque chose d'autre, c'est-à-dire une co-création du couple. On n'est plus en train de se guérir l'un l'autre, même si ça a du sens aussi, hein, bien sûr, je ne critique pas. Vous avez bien compris qu'il y a des degrés un peu d'évolution. Et moi, j'en ai passé un certain nombre, donc j'ai passé aussi par toutes ces étapes. Maintenant, je commence à être un peu plus vieux, donc je suis plus calme, je suis plus tranquille. mais j'ai été très, très agité dans ma vie à ce sujet, avec des relations qu'on pourrait appeler des amours thérapeutiques, hein, où vraiment l'autre vient combler, je comble ces trucs, et puis ça, un échange de bons procédés pour avancer. Et puis ça peut marcher un temps, ça peut même marcher très longtemps s'il y a cette conscience que, un, on s'est choisi inconsciemment, et deux, on peut avancer ensemble. Donc ça, c'est aussi important. Ce que je veux dire par là, c'est que ma proposition de créer l'équilibre en soi, elle reste, elle est très importante, et vraiment je vous invite à réfléchir et à sentir un peu ça au maximum, mais qu'on peut aussi faire ce chemin à deux. Il n'y a pas besoin d'être arrivé tout seul avant de rencontrer la bonne personne. On peut aussi s'entraider et faire du chemin.
pour autant qu'on sache qu'on est en chemin, donc qu'on ait cette conscience-là. Et effectivement, ben, les amours problématiques viennent du fait que les partenaires, ou en tout cas un des deux partenaires, n'a pas conscience de ce chemin, de cette relation inconsciente. Tomber amoureux de soi, bon, c'est cool. Moi, je suis avec moi tout le temps, donc c'est trop bien. Et ça amène vraiment à une joie intérieure, un sens de la vie aussi, à beaucoup plus de créativité, d'amusement, de jeu. On retrouve peut-être un peu son âme d'enfant, une sorte de naïveté consciente. Du coup, c'est plus de la naïveté, mais c'est, je ne sais pas quel mot mettre là-dessus. Je pense que vous comprenez un peu ce que je veux dire. Parce que finalement, en tant que personnage, je crois rencontrer plein de gens. Alors, bon, sur le plan amoureux, il y a quelques personnes, et puis sur le plan relationnel, il y a plein de gens. Vous êtes là, on peut parler, on peut échanger, on peut travailler ensemble, on peut faire tout un tas de choses. Mais en réalité, c'est un drôle de mot de dire en réalité, parce qu'on ne sait pas très bien ce que c'est la réalité. On croit savoir, mais rien ne prouve que vous êtes vraiment là, assis sur des chaises. C'est une réalité, mais il y en a peut-être d'autres. Il y en a, à mon avis, certainement d'autres. Et peut-être pas qu'une seule autre, plusieurs autres, plusieurs niveaux de l'être. Et donc finalement, à travers les relations, à travers les rencontres, qu'elles soient amoureuses ou pas, hein, relationnelles, on va utiliser ou se servir, utiliser c'est pas un joli terme, mais disons on va se servir, on va s'enrichir du miroir de l'autre. Là, vous êtes en train de m'écouter, je vous regarde, j'ai aucune idée de ce que vous pensez. Si vous êtes d'accord, pas d'accord, si ça vous parle ou pas, bref. Que je vois vos têtes, je suis inquiet. Non, je plaisante. Mais ça veut dire que, quoi que vous fassiez, vous êtes miroir. Mais moi, je suis votre miroir. Chacun d'entre vous est en train d'écouter ce que je dis, et puis il y a une partie de son cerveau qui dit oui, non, ça je prends pas, je suis d'accord, je suis pas d'accord. C'est-à-dire que vous êtes dans votre réalité unique et personnelle. En dehors de vous, pour chacun, il n'y a rien d'autre. Il n'y a que du miroir de vous. Tout ce que vous percevez, tout ce que vous entendez à travers cette conférence, mais pas que ça, hein, tout ce que vous vivez, tout ce que vous percevez, passe par le filtre de votre expérience du personnage et vient impacter la personne que vous croyez être, le personnage que vous incarnez, le personnage que vous assumez en fait. C'est une expérience que vous êtes en train d'assumer. Évidemment, on arrive ici dans une zone un peu philosophique, voire ésotérique peut-être. C'est-à-dire les différents plans de conscience nous amènent à différentes réalités. Nous sommes dans une pièce, dans une salle ici, je ne sais pas combien on est, 30. Disons qu'on soit 30, eh bien, il y a 30 pièces. Parce que chaque personne perçoit cette pièce, la lumière, les couleurs, les espaces, etc., le son, en fonction de son expérience. Et donc, ce qu'on appelle la réalité, alors évidemment, il y a des accords, on va tous être d'accord que cette pièce a des parois en bois, ok. Mais pour chacun d'entre nous, le bois représente quelque chose de différent. Le tapis, il y en a qui vont aimer, il y en a qui ne vont pas aimer, c'est à gerber ce tapis. Ou d'autres qui vont trouver ça fabuleux. Donc, on va filtrer toutes les informations en fonction de son expérience. De la même manière, on va vivre la réalité du couple en fonction de son expérience. Et selon ce que vous allez,
absorber ou prendre de ce que vous entendez maintenant, ça va changer votre expérience. Certains d'entre vous vont souligner l'un ou l'autre mot, phrase que j'ai dite, d'autres vont accueillir d'autres concepts qui ont passé complètement inaperçus pour les premiers. Parce que tout est filtré par rapport à qui vous êtes. Nous poussons comme des arbres. Pareil. Et j'aime bien l'idée de l'arbre parce que quand on regarde un arbre, on voit juste l'extérieur, ce qui est au-dessus de la terre. Mais un arbre développe des racines invisibles, profondes dans le sol, et le volume des racines est aussi grand que le volume des branches. Et ça nous fait un univers intérieur qui est très très important. Et donc l'idée de l'hypnose, c'est un petit peu de descendre depuis une branche, de remonter le courant de la sève montante, comme si on remontait une rivière à contre-courant, et d'aller dans les profondeurs pour trouver ce qui s'y passe. Là se trouve la nourriture, là se trouve la force, là se trouvent les racines. C'est pas pour rien qu'on parle de racines, hein. C'est-à-dire d'où on vient et qu'est-ce qui a fait de nous qui on croit être aujourd'hui. Alors, finalement, à travers toutes ces rencontres, à travers tout ce qu'on va filtrer des rencontres et des situations de la vie, eh bien, on va faire une rencontre. C'est la rencontre avec soi. Je vais finalement, bon sang, rencontrer Philippe. Finalement, après tous ces méandres et tous ces chemins parcourus. Et c'est ce que je vous souhaite vraiment, de vous rencontrer chacune et chacun. Mais évidemment que cette rencontre, elle va se faire à travers l'expérience. Et parmi les expériences de la vie, il y a l'expérience de l'autre. Et parmi l'expérience des autres, il y en a une qui est très puissante, intense, c'est l'expérience amoureuse. On va avoir ici un creuset, on pourrait dire, dans lequel on peut, comme l'alchimiste, transformer les matières. Transformer le plomb en or. Hein. L'alchimie, c'est quelque chose d'intéressant au niveau de l'image. Transformer une matière brute en une matière pure. Sortir le diamant de la roche. On pourrait prendre d'autres exemples, hein, mais l'idée c'est ça. Et le couple est un endroit privilégié pour faire ça. Alors souvent, on a un couple d'hommes et de femmes, mais on peut aussi s'intéresser à ce couple intérieur. Réaction. Dites-moi. Est-ce que quelqu'un a une idée ou quelque chose à partager ou une question à poser? Et si ce n'est pas le cas, ou si vous n'osez pas vous lancer, ce que je peux comprendre, gardez la question pour vous. Elle pourrait ressortir dans un exercice qu'on va faire juste après. L'idée de cet équilibre masculin-féminin à l'intérieur de soi me paraît assez fondamental pour permettre à son être de s'exprimer, d'être dans la vie, d'accompagner le personnage. Le personnage ne va pas disparaître. Hein. Moi, j'ai mon ego, mon mental, mes coups de blues, voilà. Mais l'équilibre intérieur m'amène une stabilité, une sécurité. La notion de sécurité est très, très intéressante. Quand on se sent en sécurité, on n'a pas peur. C'est le contraire de la peur, la sécurité. Hein. Et ça vient aussi de son parcours. Si on est venu au monde dans un environnement sécure, on va avoir une première perception du monde comme un endroit accueillant. On va inconsciemment, on ne va pas le penser parce qu'on est trop petit quand on est bébé ou quand on marche à quatre pattes, mais on va percevoir ça. Je suis
tranquille, je suis protégé. Il n'y a même pas la notion de protégé parce qu'il n'y a pas la notion de danger. Je suis sécure, je suis bien, voilà, tout va bien. Mais si on a moins de chance, puis qu'on vient au monde dans un endroit disharmonieux, avec des parents qui s'engueulent, avec des insécurités diverses et variées, eh ben, on va développer cette sensation, le monde est hostile. Et pour les personnes qui ont vécu cette expérience, cette sensation d'un monde hostile va rester prégnante, va rester présente. Et ça va amener les personnes à avoir besoin de contrôler les choses pour se rassurer, pour assurer leur propre sécurité. Si personne ne les a protégés, si le milieu de départ était insécure, eh bien, depuis tout petit, on va chercher à contrôler les choses. Alors, de différentes manières. Il y a des enfants qui vont pousser des crises, qui vont faire les choses par la force, et puis il y a d'autres qui vont devenir hyper charmeurs, qui vont percevoir, qui vont vite apprendre à manipuler les parents, à aller demander si au papa, si à la maman, ou faire plein d'autres choses. Et ces attitudes vont construire le personnage, vous l'avez compris. Mais ce qui va se passer, c'est que la sensation de sécurité ou la sensation d'insécurité va perdurer pendant très très longtemps. Va perdurer pratiquement toujours pour la plupart d'entre nous. Parce qu'on ne va pas forcément être amené à faire un chemin pour trouver la sécurité à l'intérieur de soi. Et c'est là où je veux en venir. C'est qu'on va toujours chercher la sécurité à l'extérieur. On va chercher la reconnaissance, l'approbation, le contrôle pour se sécuriser. Et on va chercher ça donc à l'extérieur, de la même manière que quand on entre en couple, on va chercher ces choses-là chez l'autre. Ça va être très important d'être aimé, d'être cajolé, qu'on prenne soin de soi, qu'on s'intéresse à moi, etc. Donc il y a toutes ces choses qui créent le sentiment de sécurité. Mais en réalité, c'est une sécurité temporaire, c'est une sécurité illusoire, parce qu'elle vient de l'extérieur. Il n'y a rien qui est sécure. Il n'y a rien qui est sécure. J'ai vécu des périodes merveilleuses avec une femme que j'adorais, etc. Puis un jour, elle est partie. Tout qui s'effondre, putain, c'est l'horreur. Alors on passe par des états comme ça. Hein. Je pense que probablement que toutes et tous, vous avez vécu ça à différents niveaux. Et donc, réaliser cet équilibre, réaliser cet amour, ce Roméo et Juliette intérieur, de manière à ce que l'histoire finisse mieux que dans Shakespeare, qu'elle finisse bien ou qu'elle finisse pas, ou qu'elle puisse effectivement se développer. La métaphore de Roméo et Juliette est très intéressante, puisqu'en fait, entre les Capulet et les Montaigu, vous vous rappelez, hein, ils sont issus de deux familles qui sont ennemies et qui ne savent même pas pourquoi ils sont ennemis. Ils sont juste ennemis, c'est tout, depuis des générations. Ils ne se rappellent plus pourquoi, comment ça a commencé. Et donc c'est un petit peu, pour moi, c'est un peu la métaphore du conscient et du subconscient. Ils sont ennemis sans savoir pourquoi. Ils ne veulent pas collaborer, ou seulement s'ils sont vraiment obligés. Mais il y a ces parties qui sont quand même amoureuses l'une de l'autre et qui vont permettre de créer la paix. À part ça, on parle de la fin de l'histoire de Shakespeare, là, évidemment. Ils meurent tous les deux, on ne va pas refaire l'histoire complète, mais bêtement. Hein. Mais par contre, ça réunit les familles. Grâce à ce deuil, en fait, grâce à ce sacrifice, on pourrait dire, eh bien, les familles se réconcilient. Il y a plein de manières de lire à plusieurs niveaux cette histoire. Mais le fait de réaliser cet équilibre, de réaliser la paix, ça donne la sécurité intérieure.
C'est-à-dire que quoi qu'il arrive à l'extérieur, je ne veux pas dire que je suis devenu insensible, hein, on ne devient pas insensible. Quoi qu'il arrive à l'extérieur, on a un espace de sécurité. Et cet espace de sécurité, il est stable. Il est acquis. Bon, je ne dis pas qu'il faut le nourrir aussi, hein, pour qu'il meure de faim, mais il est présent. Et quand on a ça, on est vraiment ouvert à tout ce qui peut arriver. Donc on est dans cet accueil qui permet de profiter de chaque chose qui arrive, les merveilleuses et les moins merveilleuses, qu'on finalement trouve merveilleuses également. Donc c'est assez agréable. Pour cela, je voulais rajouter quelque chose encore à propos de la sensibilité. On parle beaucoup d'hypersensibilité depuis quelques années, c'est un peu le truc à la mode. Enfin à la mode, le sujet à la mode. C'est pas forcément à la mode d'être hypersensible, bien que la sensibilité est une chose merveilleuse parce qu'elle nous permet de percevoir les choses. Et tout à l'heure, je parlais des enfants qui se développent dans un milieu un peu difficile. Eh bien, souvent, ce milieu difficile va amener la personne à développer ses antennes. C'est-à-dire, comme il y a un manque de sécurité, la personne va anticiper les dangers. Elle va être très attentive. Maman, elle a une sale gueule ce matin, je sens que ça va péter, ça va pas être un jour facile, etc. Papa, il rentre du boulot pas exactement à la même heure. Enfin bref, on va développer des antennes de sensibilité. Et plus on va être insécure, plus on va devenir sensible pour essayer d'anticiper et de se protéger. L'hypersensibilité aujourd'hui est souvent vécue de manière difficile, c'est-à-dire c'est des gens qui vont pomper un peu les mauvaises énergies des autres. Quand quelqu'un est malheureux, voilà, je vais être malheureux à sa place, ce qui ne change rien pour la personne en question d'ailleurs. Mais en même temps, c'est génial d'être sensible parce que ça permet d'être touché par ce qui arrive et à un niveau plus élevé, d'avoir des intuitions, des perceptions un peu hors normes, que la plupart des gens n'ont pas. Donc l'idée pour l'hypersensible, ça va être d'arriver à accueillir ses émotions, pas à les refouler, et puis arriver à prendre du recul. Prendre du recul ou prendre de la hauteur, ça je vous laisse voir si vous préférez aller en haut ou derrière, peu importe. C'est-à-dire se dissocier du personnage, comme si mon esprit pouvait sortir un peu, ou se décaler un peu, ou se mettre à côté, pour regarder les choses d'un point de vue différent, depuis un angle différent. D'être moins touché, c'est-à-dire on peut être touché au niveau de la sensibilité, mais non pas impacté par ce que l'autre, par la douleur de l'autre. Ça, c'est des petites différences, et je vais vous proposer maintenant de passer à quelques expériences. On a du temps, on a encore 40 minutes, bon, on va prendre le temps aussi des questions s'il y en a, mais je vais vous proposer une première expérience, de sorte que vous puissiez un peu toucher cette réalité intérieure, toucher cet équilibre ou cet espace dans lequel il y a ces deux forces, masculines et féminines, qui finalement existent, coexistent et peut-être hésitent à danser ensemble, à se séduire l'une l'autre, à se laisser séduire l'une par l'autre, à créer cette rencontre amoureuse qui peut avoir lieu en vous. Je vais donc vous proposer un premier exercice. Si vous êtes d'accord, bien entendu, vous n'êtes obligé de rien. Si vous avez envie de fermer les yeux, ça sera plus facile, mais si vous voulez les garder ouverts, il n'y a pas de problème.
Néanmoins, si vous décidez de garder les yeux ouverts, fixez un point devant vous, sur le dossier de la chaise qui est devant, par exemple. Et puis, je vais vous inviter à tourner les mains de manière à avoir les paumes vers le ciel. Prenez quelques respirations profondes, juste une ou deux, pour sentir que vous êtes bien présente dans ce personnage, relié à ce personnage, et que vous, l'être, est avec le personnage. Je vous invite à une collaboration entre votre être profond, votre partie sage, votre âme, peu importe comment vous avez envie de l'appeler, et le personnage qui est assis sur cette chaise, avec ses deux mains ouvertes. Et vous allez imaginer que vous déposez dans une des mains le féminin et dans l'autre main le masculin. Et je me demande, laquelle de ces deux mains peut sembler plus lourde ou plus légère? Laquelle de ces deux mains est plus chaude, plus fraîche? Peut-être d'un côté, y a-t-il une voix plus douce, une voix plus dure? Et peut-être que d'un côté, cela semble plus adulte, et de l'autre, plus enfantin. À travers chacune des respirations, vous pourriez comme laisser l'expiration, comme le souffle, venir se déposer sur l'une et l'autre de ces mains, comme si votre respiration permettait à ces deux éléments de vibrer à l'unisson. Et au fur et à mesure de l'expérience, permettez-vous de descendre un peu plus profondément en vous. Un peu comme si vous étiez en train de descendre un escalier et qu'en bas de cet escalier, il y avait le cœur de votre jardin intérieur, votre jardin secret, votre espace des profondeurs, totalement unique et singulier, rien qu'à vous, dans lequel tout ce qui existe est bénéfique et positif. Et au fur et à mesure que vous descendez l'escalier, 7, manière de descendre, 6, agréable, 5, vous permet de laisser le décor émerger plus précisément, 4, et d'entrer dans l'expiration plus profondément, 3, et de vous apprêter à poser le pied, 2, de façon totalement consciente sur cet espace intérieur. 1. Et là, dans cet espace, Dieu sait ce que votre esprit profond vous propose. Peut-être des arbres, des fleurs, du ciel bleu, du soleil, d'autres choses encore. Et il n'est même pas nécessaire d'imaginer une rivière pour déjà entendre sa musique à proximité et presque ressentir la fraîcheur de l'onde. Une rivière qui vous invite à la suivre. Une rivière qui vous mène dans un endroit particulier, un endroit secret, un endroit sacré. Et dans cet endroit, il y a deux personnages, deux silhouettes, ou deux manifestations telles qu'elles vous viennent. Et vous seul savez à quoi cela ressemble, le masculin et le féminin et le masculin.
Et à distance de ces deux personnages, vous pouvez les voir. Vous pouvez remarquer comment ils sont l'un avec l'autre. Vous pouvez remarquer à quelle vitesse, à quel rythme ils s'approchent l'un de l'autre. Peut-être que certains restent à une petite distance, alors que d'autres se touchent déjà, s'enlacent, se mettent à danser. Vous n'entendez pas ce qu'ils se disent. Vous les voyez juste agir l'un avec l'autre, de la manière idéale, de la manière attendue. Et pendant que vous contemplez cela, ces deux mains vont se tourner pour se mettre face à face, de façon automatique, sans que vous n'ayez rien à faire. Ces deux mains vont faire exactement ce qu'elles ont besoin de faire pour créer ce qui est bon pour vous. À votre rythme, à votre manière, pendant que le couple intérieur trouve son équilibre. Un équilibre dans lequel vous êtes invité. Et à un moment, si vous le désirez et uniquement si vous vous sentez prête ou prêt, vous pouvez rejoindre ces deux personnages. Et faire ce que vous avez à faire. Pour les intégrer. Pour les accueillir. Et c'est une bonne sensation pour vous de constater pour vous-même que vous pouvez faire confiance à toutes ces parties profondes pour faire exactement ce qui a besoin d'être fait. Et quand toutes les parties de votre être, les parties profondes, ont terminé de faire ce qu'elles ont besoin de faire pour vous en ce moment, elles vont trouver leur propre moyen de vous le faire sentir, et alors, et seulement quand vous vous sentez prête ou prêt, vous allez pouvoir vous réorienter pour revenir lentement dans l'ici et maintenant, dans cette salle, sur ce siège, mais en ramenant avec vous tous les bénéfices de cette expérience et en constatant comment vos mains ont agi. Alors, et seulement alors, vous prendrez une grande respiration et vos yeux se rouvriront. Profitez de cet instant où vous conscientisez
la connexion avec vous-même. Souriez-vous à vous-même. Aimez-vous vous-même. Voilà, super. On attend encore juste quelques instants que tout le monde soit de retour. Et j'aimerais vérifier que tout le monde m'entend bien jusqu'au fond. Ça va, je ne parle pas trop doucement. Est-ce que quelqu'un a envie de s'exprimer suite à cette expérience? Première expérience. On en a plusieurs encore, si ça vous dit. Ou pas, c'est pas obligatoire, hein, mais c'est, vu qu'on est en groupe, on est une trentaine de personnes. C'est juste par rapport aux arbres. En fait, il y a les arbres qui ont cette capacité de pouvoir sécréter en fait, des substances pour plus qui brûlent. Ah bon? Ouais. Tiens. Je ne sais plus la race, enfin l'essence. Mais voilà, ils ont ces capacités dans les fortes incendies de ne pas brûler. Ok. Et ça m'amène à me dire qu'en fait, l'épanouissement, elle ne devrait pas être influencée, selon moi, par rapport en fait, aux événements externes. Donc en fait, si j'ai envie de moi d'aller sous les cocotiers, boire un cocktail, ouais, j'ai eu un parcours de vie où en fait j'ai été grandement secouée par des événements de la vie, et j'ai associé à épanouissement égale souffrance. Et aujourd'hui, je me dis, pas forcément. Enfin, c'est vraiment passer à un... Vous passez à un autre stade. Voilà. Ouais. Ça veut dire, je peux évoluer en étant dans l'éclat total. Ouais. En buvant mon petit cocktail. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, Non, bien pour sûr. dire, voilà, c'est pas forcément lié avec la souffrance. Bien sûr. C'est pour la dégustation du vin? C'est pas ici, non? Alors, c'est très intéressant, merci de souligner ça. Et je reviens un petit peu à ce que je disais au départ par rapport au choix de la souffrance qui nous fait évoluer. Et sans porter aucun jugement de valeur parce que tout a du sens et chacun est à la place qui lui correspond, on peut observer que moins il y a de conscience, plus il y a de souffrance. Et qu'au fur et à mesure qu'on avance grâce à la souffrance, je suis désolé, hein, mais je ne veux pas dire autre chose que ce que j'observe et ce que je crois. Maintenant, peut-être je me trompe, hein, mais on peut voir qu'il y a quand même sur la planète beaucoup de guerres, d'atrocités, de machins, etc. Il y a beaucoup de souffrance, mais dans ces endroits, il y a beaucoup d'inconscience aussi. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous inconscients. Il y a aussi de la solidarité, il y a aussi... Et bien sûr, mais je pense que ces gens qui sont sur le champ de bataille et qui manifestent leur solidarité, ils ne souffrent pas autant que ceux qui sont en train de se faire exploser sur des mines sans conscience. Hein. Donc le niveau de conscience a à voir avec le niveau de souffrance. Et moins on est conscient, plus on souffre. La souffrance nous permet d'avancer. Et au fur et à mesure qu'on avance, on a de moins en moins envie déjà, puis on a de moins en moins besoin de souffrir. Ça ne veut pas dire qu'on vit plus de trucs difficiles, mais ça veut dire qu'on les vit complètement différemment. Maintenant, on a le droit, totalement le droit, d'évoluer en buvant un cocktail sous un cocotier. Néanmoins, je me permets une petite réserve dans le sens où vous allez, sous votre cocotier, vous reposer. Vous allez vous régénérer, vous renforcer pour passer au niveau en dessus. Au niveau en dessus, il y aura de nouveau de la souffrance.
mais vous allez la vivre différemment. Alors, certes, on a des moments de pause. À part ça, une pause peut durer toute une vie, pour ceux qui croient qu'on en a plusieurs. Hein. Je suis pas... j'en sais rien, en fait. J'en sais rien. J'ai plus d'avis là-dessus. Pendant longtemps, j'y croyais pas. Pendant longtemps, j'y ai cru. Et puis maintenant, je me dis, c'est peut-être encore très différent de ce qu'on imagine. Bref, fin de la parenthèse. Mais tout ça pour dire qu'on peut vivre des longues périodes de pause, de quiétude, de tranquillité. Il y a des gens qui ont des vies faciles. Ils naissent dans les bons endroits, ils rencontrent les bonnes personnes, ils sont heureux, ils sont bien, ils ne se prennent pas la tête. Voilà. Heureux, les simples d'esprit, disaient certains. Et donc, on a des moments de pause. Quand on est en quête, comme vous semblez l'être, comme je le suis, comme beaucoup d'entre nous sont, sinon on ne serait pas là, quand on est dans une quête, on a un questionnement, on cherche des réponses, etc. Rien que le fait de chercher des réponses peut être douloureux. Cette incertitude peut être douloureuse pendant un moment, puis après on finit par l'aimer, puis en fait, plus j'avance, plus je suis conscient que je ne sais rien, que je ne comprends rien. Mais par contre, je suis beaucoup plus paisible. Hein. Et donc, cette évolution, elle amène à monter. C'est un petit peu comme s'il y avait, imaginez un immeuble où les étages du bas sont bondés. Beaucoup de monde, beaucoup de bruit, il y a de la bagarre, voilà. Puis après, il y a un petit escalier dans un coin, vous montez, il y a un peu moins de monde, c'est un peu plus calme, mais ça continue avec des désaccords. Puis après, vous montez l'étage d'en dessus, il y a encore moins de monde, et puis c'est paisible. Et puis après, plus on monte, moins il y a de personnes, et plus c'est calme. C'est ma métaphore de ce que je perçois de ce qui se passe sur la planète. Alors après, effectivement, c'est une bonne nouvelle de monter, parce que c'est plus calme. En même temps, il y a de moins en moins de monde. On dit, merde, je vais être tout seul. Si je monte trop haut, je vais être tout seul. Mais en fait, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de monde. Je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'amis, comme j'essayais d'avoir quand j'étais plus jeune, et puis que je voulais remplir mon vide. Hein. J'ai besoin juste d'avoir des personnes qui sont au niveau. Et chacun est à son niveau. Hein. Il n'y a pas de jugement sur le niveau. D'ailleurs, je ne sais pas si je suis monté de beaucoup d'étages. Hein. C'est pas du tout. Il n'y a pas de prétention là derrière. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui me manquent, enfin de connaissances ou de compréhension qui me manquent. Néanmoins, c'est plus calme. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu, enfin voilà, réagi un petit peu à ça. Prenez vos cocktails sous le cocotier, c'est une très bonne idée. Et oui, non, mais tout à fait, tout à fait. Mais il n'y a rien qui est acquis, la vie est impermanence. Le seul truc qui est permanent, c'est que ça change tout le temps. Hein. Et donc voilà, profitons des moments calmes, des moments cool, et allons, plongeons dans la vie. Hein. La vie est un plongeon, et voilà, des fois l'eau est un peu froide, des fois elle est un peu trop chaude. Autre réaction, quelque chose? Oui. La mise en situation qu'on vient de faire. Oui. Masculin, féminin. Oui. Quelle est votre vision s'il y a une résistance à la réunion du masculin et féminin? Oui, oui. Une résistance, donc les deux parts qui n'ont pas envie de se réunir, c'est ça que j'entends, hein? Ou qui résistent. Alors il peut y avoir de la crainte. Hein? La résistance, elle vient de la crainte du changement. On craint tous le changement, hein? Ça c'est humain. On a tous peur de l'inconnu et on résiste au changement. Ça c'est une base de la base. En tant que thérapeute, on est confronté à ça tout le temps. Les gens, ils viennent pour une séance d'hypnose parce qu'ils veulent changer. Ils espèrent que d'un coup de baguette magique, on leur enlève le problème. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça marche. C'est en eux que ça doit se faire. Et en eux, il y a cette résistance. Il y a cette résistance souvent. Je veux changer, mais je crois que je peux pas. Et dès le moment que je commence à croire que je pourrais peut-être éventuellement changer un petit truc, là le changement s'opère. Donc résistance, s'il y a une résistance là dans une expérience telle qu'on vient de le faire, c'est pas bien grave. Il y a peut-être juste une prise de conscience que ces deux énergies coexistent. Elles prennent peut-être vous prenez conscience qu'elles existent et peut-être elles prennent conscience l'une de l'autre. Hein. Il y a toujours un point de bascule, on va dire.
Si vous prenez... qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Je ne sais pas pourquoi j'ai l'image du pot de peinture. Hein. Prenez un pot de peinture jaune. Et puis un pot de peinture rouge. Okay. Vous savez à l'avance que si vous les mélangez, vous n'aurez plus ni le jaune ni le rouge. Vous aurez de l'orange. Donc c'est une décision importante, hein, de faire le mélange. Quelque chose va changer. Donc qu'il y ait une résistance. Hein. Si vous hésitez avant votre mélange de peinture, est-ce que je mets plus de ci, plus de ça, etc. Bref, je ne sais pas si l'exemple est très bon, mais vous allez décoder, votre subconscient va décoder, va l'adapter à vous. Mais qu'il y ait une résistance, je dirais, c'est plutôt sain, c'est-à-dire qu'il y a une conscience de ce qui est en train de se passer et du potentiel qui est à disposition. Et c'est ça qui crée la résistance. Je le fais, je le fais pas, parce que je suis plus conscient que ça existe. Donc il y a déjà un pas. Voilà ma perception du truc. Vous pouvez réagir sur ce que je dis, hein? Non, c'est une excellente métaphore. Ok. Bon. Très bien. Autre chose? Après, on va en faire encore. Hein. Donc, il faut qu'on se garde un peu de temps, mais si quelqu'un veut réagir encore ou dire quelque chose. Comment on enseigne ça aux enfants? Parce que ça commence très bas en fait. On a un corps biologique et on est habillé par des parents du rouge, du bleu, du je sais pas quoi. On a des jouets désignés, donc ça commence très, très jeune. En fait. Bien sûr, bien sûr. Pour éviter en fait que ça se perpétue jusqu'à la journée, voire plus loin. Oui, on ne peut pas empêcher un arbre de pousser. Il y a un processus, c'est le processus de la vie. Hein. Vous êtes venu au monde à un moment donné, il y a quelque temps, et puis vous êtes venu au monde dans un environnement. Ça, c'est le cadeau. Le cadeau, des fois il est bien emballé, des fois un peu moins, hein, mais c'est le cadeau que vous avez reçu. Et on a reçu tous un cadeau différent. Ok ? Maintenant, la bonne nouvelle, et c'est l'idée de l'hypnose, c'est l'idée de ce symposium, c'est l'idée de parler d'hypnose, hein, la bonne nouvelle, c'est que le cadeau que vous avez reçu, il est tel, et puis il vous a formé, il s'est amplifié un peu, c'est un cadeau qui s'est construit aussi, qui s'est agrandi, d'accord ? Et puis c'est agrandi peut-être d'une forme qui ne vous convient pas tout à fait. Vous dites, merde, j'ai pas reçu le bon cadeau. Ou bien j'aurais préféré que ce soit différent, d'une autre couleur, peu importe. Alors, l'idée de l'hypnose, c'est justement de pouvoir, une fois qu'on est adulte, une fois qu'on a la conscience, de pouvoir revisiter ce cadeau, de pouvoir l'accueillir et le transformer ou modifier comment il s'est transformé avec le temps. Donc, l'idée n'est pas de renier ce qu'on a reçu, mais d'en prendre conscience pour en prendre la responsabilité. L'hypnose n'est pas là pour vous faire changer sur un claquement de doigts et vous rendre différent. L'hypnose est là pour vous aider à prendre l'entière responsabilité de qui vous êtes et à vous donner redonner ou à vous donner le contrôle sur cette réalité intérieure qui n'est pas la réalité, qui n'est que la vôtre, qui s'est construite au fil du temps. D'accord ? Et donc, c'est vrai que ce qu'on vit dans la petite enfance est très important. On dit tout se joue entre 0 et 6 ans. Toute votre vie se joue là. Pourquoi ? Parce que, à ce moment-là, entre 0 et 6 ans, vous n'avez pas suffisamment de conscience pour analyser, pour traiter les informations que vous percevez et analyser ce qui vous arrive. Quand vous venez au monde, vous ne savez pas que vous venez au monde. Vous faites arre, pipi, caca, vous ne comprenez rien, il n'y a pas de compréhension. D'ailleurs, on parle de la toute-puissance de l'enfant, parce que l'enfant, comme il ne comprend pas, il ne sait pas ce que c'est une maman, il ne sait pas ce que c'est un sein, il ne sait pas ce que c'est un lit, il ne sait pas ce que c'est un chien, il ne sait rien. D'accord ? Il n'y a pas d'info, il est avec
un ordinateur tout neuf, mais il n'y a rien sur le disque dur. Donc ces 6 premières années permettent à chacun d'entre nous de capter des informations pour remplir notre disque dur, notre cerveau, jusqu'à temps qu'il y ait suffisamment d'informations pour pouvoir tirer des compréhensions et se faire une vision du monde qui, du coup, est très personnelle. Et là où le bas blesse, ou là où c'est un petit peu compliqué ou délicat, c'est qu'il n'y a pas que les perceptions, mais il y a aussi les émotions. Les émotions sont des perceptions, mais qui ne sont pas des perceptions sensorielles, qui sont des perceptions émotionnelles. Et donc, on va vivre toute cette première partie de vie, ces 6 premières années, comme si on était ce qu'on vit. Je suis maman, je suis le jour, je suis... Parce que jusqu'au moment, on parle de l'âge de raison vers 7 ans, jusqu'au moment où l'enfant sait qui il sait qu'il est dans un monde, il sait qu'il y a d'autres, et il a compris qu'il peut traiter des informations. Mais tout ce qu'il y a eu avant, s'il y a eu des sentiments d'insécurité dont on parlait tout à l'heure, c'est à la racine. Alors, je pourrais parler pendant des heures et puis on n'a pas vraiment le temps de développer ça, mais on peut en parler en aparté si vous voulez, si vous avez besoin, vous m'attrapez entre deux. J'aimerais faire encore une expérience, si vous voulez bien. On a une petite quinzaine de minutes, donc c'est suffisant. Et je vais vous proposer quelque chose qui va dans ce sens, si vous voulez bien. D'accord ? Ok. Bien, ça va être facile pour vous d'y retourner, puisque vous venez d'en sortir, vous êtes descendu, vous êtes remonté, et je vais vous inviter à redescendre. Sentez-vous donc libre de fixer un point devant vous, ou de fermer les yeux, de prendre une position agréable, bien que vous pouvez parfaitement rejoindre cet état dans une position inconfortable. C'est juste plus facile quand on est confortable. Et si vous bâillez, c'est encore plus facile. Et si vous entendez bâiller votre voisin, c'est encore plus facile. Voilà, et ça bâille, et c'est parfait. Et donc, vous vous permettez de mettre votre attention sur cette respiration, sans chercher à la contrôler, à la modifier, ou à en faire quoi que ce soit avec ça ou à son sujet. Vous laissez cette respiration vous accueillir. La respiration, c'est un peu comme un toboggan. Imaginez que vous descendez un toboggan, mais très doux, un truc délicat, vraiment en douceur. Vous glissez simplement à l'intérieur de vous. Jusqu'à ce que vous arriviez à nouveau dans ce jardin, dans cet endroit, dans cet espace d'accueil, cet espace sécurisé, cet espace de paix, de tranquillité et d'amour qui existe en vous. Et vous retrouvez la rivière, le cours d'eau. Et peut-être pouvez-vous vous laisser hypnotiser par les reflets du soleil qui rebondissent sur les vaguelettes du cours d'eau et viennent dessiner des formes lumineuses sur votre visage. Vous pourriez les sentir comme des paillettes lumineuses qui viennent poser des éclats de lumière sur votre peau, sur le visage, les yeux, le front, et même pénétrer jusque dans votre cerveau. Et que d'autres se posent sur votre poitrine et pénètrent dans votre cœur. Comme un scintillement que cette rivière vous renvoie et vous offre en cadeau. Un peu plus loin, vous découvrez un autre endroit secret, un endroit de transformation. Peut-être cela ressemble à une clairière ou un espace sacré qui prend la forme qu'il vous convient. Et vous seul savez
à quoi cet endroit ressemble. Peut-être y a-t-il des sons, des couleurs, une qualité de lumière et une sensation de bien-être presque comme si vous pouviez flotter, vous sentir légère, léger, vous sentir vraiment bien, accueilli. Et dans cet espace, j'aimerais vous inviter à laisser apparaître la petite fille, le petit garçon. Ce tout jeune vous-même. Regardez sa coiffure, ses vêtements. Portez votre attention sur son regard, sur l'expression de son visage. Laissez ce petit enfant s'approcher de vous ou approchez-vous de ce petit enfant de manière tranquille, toute douce, pour ne pas l'effrayer. Écoutez son besoin. Demandez-lui de quoi il ou elle a besoin pour vivre de manière plus facile. Peut-être qu'il a besoin de nourriture, ou de soins, ou d'espace pour jouer, ou d'autres choses encore. Peut-être a-t-il juste besoin d'une présence, d'attention, de protection. Et vous qui êtes l'adulte, qui venez dans ce présent passé, de ce présent futur, pour dépasser le passé passé, et qui êtes présent en ce moment, vous pouvez entendre sa demande silencieuse ou explicite et répondre. Répondre verbalement ou répondre par un geste. Peut-être ce petit enfant a quelque chose à vous dire ou à vous demander. À moins que ce soit vous qui ayez quelque chose à lui dire ou à lui demander. Et avec tout le vécu de ce petit enfant, de ce tout jeune vous-même, vous pouvez prendre conscience que vous êtes là pour le rassurer, pour le protéger. Dites-lui que vous le protégez, que c'est vous l'adulte, que c'est vous qui êtes dans le monde extérieur. Et que lui, il peut se sentir totalement en sécurité maintenant, à l'intérieur de vous. Il peut s'amuser, jouer, créer, rire, chanter, danser, grimper aux arbres, faire tout ce qu'il ou elle a envie. Mais peut-être que ce petit enfant a vécu quelque chose de difficile. Peut-être même qu'il peut être triste ou avoir peur. Alors, je vais demander à la partie la plus profonde de vous-même, la partie sage, à travers le subconscient, de repasser, quand je le dirai, je vais compter de 1 à 3, et au compte de 3, en claquant des doigts, votre subconscient et toutes les parties les plus profondes de vous vont repasser toute l'histoire depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui. Sauf que cette fois, tu n'es plus seul, petite ou petit, car la grande, le grand toi-même est avec toi. Et le subconscient va passer toute l'histoire à vitesse rapide comme il sait le faire. Toutes les expériences les plus marquantes de la vie
Sauf que cette fois, tu n'es plus seul. Et tu vas voir, entendre, ressentir tout ce que ça change pour toi. Et quand toute l'expérience aura passé, vous allez vous sentir complètement relaxé, détendu et rester dans cette détente. 1, 2, 3. Toute votre histoire passe. En apportant ici et là les changements utiles et bénéfiques, des perceptions profondes. Et à la fin du parcours, vous pourriez prendre comme une grande aspiration, laisser un soupir se faire et laisser ce tout jeune vous-même vous offrir un cadeau. Quelque chose qu'il ou elle a gardé précieusement pour vous, que vous aviez peut-être oublié en chemin ou perdu en route, et qui vous est restitué maintenant. Quelque chose qui désormais vous accompagne et qui a tellement de sens pour vous. Et quand c'est fait, imaginez que ce petit enfant, ce tout jeune vous-même, devient comme lumineux, presque transparent, comme s'il se transformait en une de ces paillettes de lumière, la plus puissante qui soit, et qui vient s'intégrer en vous, dans le corps, dans le cœur, dans le ventre, dans la tête, là où ça vous semble le plus utile, le mieux pour vous. Et vous réintégrez toutes les parties de vous. Et pour terminer, imaginez qu'une part de vous-même, à votre manière, comme si votre âme était capable de sortir du corps pour se décaler un tout petit peu, se mettait à proximité, là où c'est bon pour vous d'être, dans cet espace qui vous appartient, juste en dehors du corps, pour envoyer de l'amour sur ce corps qui est le vôtre, comme un faisceau de lumière, un faisceau d'amour, un flux de bienveillance, d'équilibre, d'harmonie, et qui permet à toutes vos parts, votre masculin, votre féminin, d'être en paix et en union. Et quand vous le sentez, chacune et chacun d'entre vous à son rythme et à sa manière, permettez-vous de ramener avec vous ici sur cette chaise l'essence de cette expérience. Merci. On arrive au terme du temps imparti. Si vous avez envie de partager quelque chose encore pendant 1 minute ou 2. Mais vous pouvez aussi rester avec ça. C'est un cadeau pour vous. Comme vous le sentez. L'hypnose vous permet, que ce soit en auto-hypnose ou en hypnose avec un praticien, vous permet de connecter des zones qui sont
vraiment naturel. C'est le rapport avec vous-même, avec votre partie profonde. Merci de votre attention. Si vous voulez, j'ai quelques flyers ou cartes de visite si vous voulez me retrouver. Je donne encore un autre atelier à 15h qui vient un peu en complément de celui-ci où on fera d'autres expériences et qui parlera un peu plus de l'harmonie du couple, des personnages. Parce que là, on a parlé de l'intérieur et on parlera un peu plus, de manière un peu plus pragmatique de qu'est-ce que c'est que ce foutoir des relations amoureuses. Oui? Je ne sais pas si on a encore une question. Bien sûr, allez-y. Est-ce que ces expériences peuvent revenir au rêve? Oui. Alors, il n'y a pas de règle particulière, hein, mais votre question m'invite à penser que vous auriez envie d'aller plus loin, que vous souhaitez en rêver, et pourquoi pas écrire. Alors faites ça. Comme un processus. Oui, c'est un processus, mais il va être pour chacun différent. C'est pour ça qu'on ne peut pas... Alors c'est clair que quand on fait une séance en cabinet, qu'on n'est que deux, on peut donner plus d'informations parce qu'on est ciblé sur une personne. Mais pour chacune et chacun d'entre vous, ça va être un processus... il n'y a pas d'hypnose sans résultat, sans effet. Même des petites, entre guillemets, petites expériences. On dit petites parce qu'elles sont courtes, mais il n'y a pas de petite expérience hypnotique. Dès le moment que vous êtes en connexion avec votre intérieur, avec votre être, avec les parties de vous, avec des parties oubliées, dès ce moment-là, vous faites du changement dans votre conscience. Donc vous allez de l'avant. Faites-le à votre façon. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous ne pouvez pas vous faire de mal. D'accord? Et les rêves, c'est très bien. Et si vous faites des cauchemars, ne vous en faites pas. C'est des libérations. C'est pas agréable, mais c'est des libérations. Ok? Merci de votre attention. Merci. Je suis à disposition encore. Merci beaucoup. C'est un plaisir.